Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de démarrer mon podcast avec une professionnelle qui me suit et m'accompagne à chaque étape importante de ma vie de femme depuis maintenant plus de 7 ans. Que ce soit pour mes lumbago chroniques, mes douleurs physiques variées, ma grossesse, mon postpartum et maintenant ma petite fille âgée de 2 ans. Son métier, vous êtes nombreuses à me demander en quoi il consiste exactement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lui laisser la parole pour vous expliquer ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et comment elle peut accompagner les femmes, les futures mamans, les mamans et leurs enfants vers un mieux-être quotidien. Bonjour Maric, salut, bienvenue, merci beaucoup pour t'avoir répondu présente en tout cas. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, pour démarrer très simplement, je voudrais savoir un peu qui tu es en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle et tout ce que tu as envie de me partager sur toi et aux auditeurs. Ok. Alors tout d'abord, je vais m'exprimer comme une femme plutôt épanouie dans son monde, dans le monde qui nous entoure, dans cette société actuelle plutôt désorientante. Et je me sens plutôt épanouie à ma place en tant que chiropracteur, mais également en tant que mère de 4 merveilleux enfants. Et puis également en tant que femme d'un merveilleux mari, chiropracteur également. Et on est installé ici dans le sud-ouest de la France depuis maintenant 12 ans. Et c'est vrai que c'est une vie très, très agréable où vraiment le contact humain et la prise en charge familiale est à l'honneur. Et c'est ce qui m'appelle et me fait vivre. Et surtout, je suis une femme avec des valeurs hautes au niveau de la prise en charge de la maternité, tout ce qui est périnatal, etc. C'est pour moi mon dada, c'est limite une mission d'accompagner toutes ces familles pour pouvoir vraiment respecter leur choix, les accompagner dans leur manière de vivre ces instants si précieux. Et de par la chiropratique, en fait, on peut amener vraiment beaucoup de belles notions qui sont pour moi du bon sens qu'on a tendance à malheureusement mettre de côté, oublier. On est tous un petit peu déconnectés de soi-même, encore une fois dans cette société qui va à 1000 à l'heure, et parfois on a tendance à oublier finalement tous ces millénaires de vie qui nous précèdent et qui font que nous sommes ici aujourd'hui. Et voilà, respecter ce mystère qui nous fait vivre aujourd'hui. Voilà, c'est la réponse que je te donnerai. Merci beaucoup. Voilà. Justement, pour faire un peu le lien, pourquoi est-ce que tu as choisi de te spécialiser en pédiatrie, en grossesse? Est-ce que ce sont justement tes 4 enfants qui t'ont amené à faire ça ou pas du tout? Alors aussi. Et puis, je pense que ça a croisé mon chemin parce qu'il fallait que ce soit sur mon chemin. Je pense qu'on a tous, on dirait un but ou une raison d'être sur cette planète. Et je me sens vraiment à ma place dans cet accompagnement. Mais en effet, c'est aussi le fait d'avoir 4 enfants et d'avoir fait le choix d'accoucher à domicile en France. C'est quand même un détail à notifier. Et ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai ce côté maternel depuis toute petite en fait. Et j'ai vraiment ça dans le sang. Et c'est vrai que je suis naturelle dans cet espace-là où je me sens bien. Et je vois qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire évoluer, même s'il y a de très belles choses qui se passent aujourd'hui. Mais il y a un réel rôle à jouer en tant que chiropraticienne dans ce domaine-là, qui n'est pas encore assez représenté, je trouve, dans l'accompagnement de ces moments si délicats et si précieux. Sachant même qu'au niveau recherche, il y a beaucoup de chiffres qui montrent que c'est un réel bénéfice à plein de niveaux, autant pour la maman enceinte que le nouveau-né, que le papa, que postpartum, etc. Donc voilà, c'est... Voilà. Ça fait combien de temps que tu es spécialisée là-dedans du coup? En soi, toujours en fait. D'accord. Mais je n'ajuste plus que des femmes enceintes, nouveau-nés, etc. depuis, je vais dire des bêtises, 4 ans peut-être. Ouais, je suis pas très bonne en date, mais c'est juste ce que je te dirais. Ouais. Mais en fait, on se forme finalement au quotidien. C'est-à-dire qu'on va faire 3, 4, 5, 6 séminaires par an à ce sujet-là,
qui peut être autour de la chiropratique et maternité, postpartum, etc. Mais ça peut aussi être sur d'autres thèmes qui sont dans ce sujet-là. D'accord. Ouais. Mais il y a plein de choses à savoir. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? En quoi ça consiste exactement d'être chiro? Notamment donc, pour les femmes enceintes et les enfants. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Avec plaisir. Alors déjà, chiro, ça veut dire main en grec. Et praxis, c'est l'action des mains. Un chiropracteur, c'est, vous le savez tous, quand même une profession de santé manuelle qui est reconnue en France depuis 2002. C'est un bac plus 5, donc c'est toujours intéressant de savoir que nous sommes des professionnels de première intention, surtout pour des familles qui amènent leurs enfants, ou quand on a encore l'enfant dans le bidou, de comprendre qu'en fait c'est vraiment une thérapie qui est sérieuse. Vous allez chez un thérapeute qui peut référer s'il y a vraiment un problème purement médical, c'est quand même bon à savoir, parce que dans les thérapies manuelles, des fois on s'y perd un peu. Ensuite, l'essence même du chiropracteur, c'est d'optimiser le fonctionnement de ton corps. Ton corps, c'est une machine très bien pensée. Il y a une intelligence innée qui est là pour faire fonctionner ton corps. Là, tu digères toute seule. Si tu te coupes, ton corps il va cicatriser tout seul. Si par exemple tu es enceinte, tu vas créer la vie sans avoir à penser « Ah, maintenant je vais créer le pied, maintenant je vais créer le nez ». Enfin, voilà, ça se fait de manière instinctive. Et donc pour un chiropracteur, cette intelligence-là, on l'amène en fait à être optimisée. Comment ? En fait, on part du principe qu'il y a un chef d'orchestre qui permet de gérer tous ces systèmes et cette intelligence innée. Et pour nous, ce chef d'orchestre, c'est le système nerveux, qui est le cerveau, qui est dans ta boîte crânienne. Je vais prendre la colonne vertébrale. Donc là, il faut s'imaginer le crâne, donc tu as le cerveau, et ensuite qui se prolonge dans la colonne vertébrale comme une moelle épinière. Et cette moelle épinière, elle va venir se ramifier comme un réseau électrique qui va donner plein de nerfs. Donc on peut s'imaginer vraiment comme un circuit électrique. Et en fait, ce système nerveux, il va gérer vraiment tout dans ton corps. Et le chiropracteur, par le biais de gestes sûrs et précis, va venir libérer les interférences qui vont permettre une meilleure communication aller-retour cerveau-corps et dans tout le système nerveux. Donc il faut comprendre qu'en fait, un système nerveux qui ne fonctionne pas bien, ça peut être quelqu'un qui digère mal, qui a du mal à dormir ou à s'endormir. Ça peut être quelqu'un qui a des céphalées, des maux de tête. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à gérer son stress. Plein de choses comme ça. Ça peut être quelqu'un qui va toujours s'asseoir en torsion dans la même position. Il y a plein de choses qui nous font dire que le système nerveux est en bas régime. Et donc le but avec nos mains, c'est d'aider ce système nerveux à se libérer de toutes ces interférences. Et on part du principe qu'il y a le triangle de la santé, avec 3 éléments importants à prendre en compte qui vont influencer ce système nerveux. Il y a le stress traumatique, donc toutes les mauvaises positions, les premières minutes dans le ventre, à la fin on est quand même assez étriqué, le passage et la naissance, que ce soit par voie naturelle ou par césarienne, l'apprentissage du 4 pattes, de la marche, et puis etc. Il suffit d'avoir des accidents de voiture, des chutes. Tout ça, en fait, la mémoire cellulaire va l'intégrer. La colonne vertébrale, le crâne vont aussi être perturbés par tous ces stress mécaniques. Ensuite, tu vas avoir le stress émotionnel. On en parle de plus en plus quand même, qui a un impact très fort sur le système nerveux et sur le corps, qu'on prend aussi en compte. Tu vas aussi avoir les stress chimiques, tout ce que tu vas respirer, boire, manger ou injecter. Tout ça, ce sont vraiment des stress qui viennent impacter le fonctionnement métabolique et chimique de notre corps. Et il faut savoir que le système nerveux, c'est aussi des envois chimiques qui permettent d'avoir des circulations électriques, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, et on va aussi avoir le 4e stress autour du triangle de la santé qui peut être les stress électromagnétiques. On en parle aussi, les ondes qui peuvent perturber aussi la santé. Donc en fait, quand on va voir un chiropracteur, on fait le bilan général de ton système nerveux et de ton corps pour voir quels sont les stress qui vont impacter aujourd'hui ton corps, et on va optimiser ton système nerveux par le biais de gestes doux, et on a de multiples techniques qui vont venir en fait aider ton corps à mieux fonctionner. Et donc ça peut être des dysfonctions dues à cette famille de stress. Voilà. Et donc voilà, c'est l'essence même de notre métier. Ouais. D'accord. Donc moi aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois, je me sens plutôt bien. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait me faire dire que ça serait quand même pas mal que j'aille voir un chiro? C'est une très bonne question parce qu'en effet, on est dans un système de santé où on vient consulter quand on a mal ou qu'il y a un problème. Même pour les dentistes, de plus en plus, on y va quand il y a une carie ou qu'on a une rage de dents, etc. En fait, il faut comprendre qu'en effet, il est très intéressant de venir consulter un chiropracteur pour, encore une fois, aider le corps à mieux fonctionner.
On a beaucoup de patients qui viennent en première visite pour un mot, un problème donné qui leur embête au quotidien. Et ensuite, ils finissent par comprendre en étant ajustés en chiropratique. On parle d'ajustement chiropratique. Ils viennent à comprendre et à sentir que leur corps, on se sent mieux. En fait, on sent on a un meilleur fonctionnement, on dort mieux, on digère mieux, on est mieux dans notre peau. Et petit à petit, les patients viennent en prévention. Et c'est ce qu'on conseille aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, le système nerveux gère tous les systèmes du corps. Et lorsqu'on est enceinte, c'est d'autant plus important d'être en forme puisque on crée la vie en même temps. Donc en plus d'être bien nous, c'est bien d'aider le corps à mieux fonctionner pour une meilleure grossesse. Et qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'une femme est enceinte ? Il faut s'imaginer l'utérus, au début c'est comme une petite poire, hein, c'est une toute petite forme qui va venir grandir et prendre vraiment beaucoup de place au niveau du bassin et qui vient s'attacher au bassin via des ligaments. Il n'est pas juste posé comme ça. À l'intérieur de cet utérus, il va y avoir du coup ce petit fœtus qui va petit à petit se développer et prendre aussi la place qui lui est donnée. D'accord ? Donc, la chiropratique, elle a pour but déjà d'aider la maman à être mieux dans son corps en libérant les subluxations, c'est-à-dire des pertes de mobilité au niveau de certaines zones de la colonne et du bassin. Ici, la symphyse pubienne et les deux articulations sacroiliaques ont un rôle clé dans l'accouchement, pour l'ouverture du bassin, mais aussi dans l'évolution de la grossesse, puisque plus le bassin est en harmonie, si on peut dire ça comme ça, plus il est équilibré, mieux l'utérus sera en place, si on peut dire ça comme ça, et il y aura aussi un travail sur les ligaments et les muscles pour en fait libérer toute la paroi utérine. Donc en fait, ce sera vraiment une manière d'amener vraiment beaucoup plus de détente au niveau de l'utérus et du bassin, pour aider maman à bien se sentir, en donnant des conseils de posture, parce que c'est sûr que si la maman elle est toujours comme ça, comment veux-tu qu'il y ait de la place pour qu'il y ait un enfant qui puisse se développer ? C'est du bon sens. L'enfant, lui, il va toujours s'adapter, ça, c'est pas un problème. Mais nous, on est là pour optimiser. Parce que les soins chiropratiques amènent vraiment un pourcentage d'amélioration au niveau de la rapidité d'accouchement pour un premier jusqu'à 34%. Il y a moins d'épisiotomie, il y a un réel impact clair et précis au niveau du futur de la maman et du bébé. Et donc, il faut comprendre que si cet utérus, en fait, il est plutôt libre, le bébé à l'intérieur, il va avoir plus de liberté de mouvement. Donc déjà, pour son développement, c'est mieux. Mais en plus de ça, ce qui n'est pas à négliger, c'est que le bébé, il va se mettre comme il faut au niveau de sa tête. Il va avoir la tête plus en flexion. Il va vraiment être engagé d'une manière optimale pour avoir une naissance plus souple, on va dire ça comme ça, plus fluide, d'accord ? Et donc, c'est pour ça que ce pourcentage est bien là, ça explique bien la chose. Donc, ça va vraiment avoir une action sur le fonctionnement général du bassin, d'accord ? Et aussi au niveau du passage du bassin. Autre chose, il faut savoir qu'une femme enceinte, elle va relarguer beaucoup de relaxine. C'est une hormone qui porte bien son nom. Elle permet de rendre laxe tous les ligaments du corps. Donc c'est une bonne chose, puisque tout ça, ça va s'ouvrir, on est bien d'accord, hein, c'est une réalité, on l'a vécu, et ça se passe très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette hyperlaxité, elle va aussi mettre en avant toutes les incohérences biomécaniques du corps. Toutes les fragilités qu'une femme pouvait avoir avant, elle ne ressentait pas forcément de douleur, mais il y avait quand même des choses qui... C'est la fameuse prise en charge chiropratique en prévention, lorsqu'on a pas mal, on ne va pas consulter, mais lorsqu'on est enceinte, j'ai une sciatique, etc. Alors qu'en fait, s'il y avait un suivi chiropratique avant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça, d'accord ? Et donc, on amène aussi un travail pour aider en fait à ce que le bassin ait quand même une stabilité minimale au niveau musculaire et articulaire, pour que la femme puisse bien vivre cette grossesse, quoi. Et voilà, il faut savoir aussi que la chiropratique, elle a un réel impact aussi sur le fonctionnement du système nerveux sympathique et parasympathique. Là, j'utilise un peu des mots savants, mais il faut savoir qu'on a des systèmes de survie qui nous aident en fait. Le système sympathique, c'est un système qui nous permet de fuir face à un lion qui nous attaque, donc c'est très important. Mais on a aussi l'autre côté, le système parasympathique, qui est un système qui nous aide à digérer, à grandir, à dormir, etc. Ça aussi, c'est un système de survie. On sait très bien que si on ne dort pas, on peut avoir de grosses conséquences. Donc en fait, ces deux systèmes-là, avec un suivi chiropratique, vont aussi s'auto-équilibrer. On va avoir vraiment, c'est ce que le patient ressente comme un bien-être général, parce que tout le corps, en fait, s'auto-régule mieux, d'accord ? Et donc, on comprend bien que l'univers d'un bébé, c'est l'univers de sa maman.
Ça, c'est classique, on le sait tous. Donc, on comprend à quel point c'est important de prendre soin de soi à ce moment-là. D'autant plus aussi pour le postpartum. Parce que forcément, s'il y a une bonne grossesse et un accouchement qui se passe plutôt bien, forcément le postpartum derrière va mieux évoluer. Même là-dessus, on a des conséquences très positives. Hein. Il y a vraiment des chiffres qui prouvent que il y a énormément d'évolutions possibles grâce à un suivi chiropratique. Il y a le soutien moral aussi, bien sûr, qui est derrière. Hein. Mais il y a l'impact aussi de l'ajustement chiropratique sur ce fameux système nerveux. D'accord. Combien de temps après l'accouchement on peut venir pour un rendez-vous Alors, ce que je propose aux familles, si jamais il y a un bébé qui, suite à la naissance, ne va pas bien, qui pleure beaucoup, qui est crispé, qui est tendu, on ne le sent pas bien, s'il y a un allaitement qui ne prend pas, s'il y a le biberon qui n'est pas bien pris, si on voit qu'il y a des soucis comme ça, je leur dis de venir au plus tôt dans les jours qui suivent pour faire vraiment un bilan et voir un petit peu d'où peuvent venir ces conséquences-là. Et ce qui se passe en fait, il faut savoir aussi qu'en chiropratique, on travaille beaucoup avec d'autres thérapeutes. Donc on va aussi avoir des liens avec des consultantes en lactation, des sages-femmes. On a beaucoup de feedback aller-retour entre thérapeutes, surtout dans ces moments-là. C'est très important la pluridisciplinarité. Et si ça se passe plutôt bien, ça peut être aussi la maman qui veut consulter avant, parce qu'il y a souvent la maman qui passe à son bébé d'abord. Donc c'est plutôt pour le bébé qu'on vient d'abord. Et ensuite, je dis maximum 3 semaines, parce qu'après, les subluxations vont s'installer. Il faut comprendre en fait qu'à la naissance, il va y avoir vraiment... le corps est bien fait, hein. Il faut s'imaginer tous ces petits os crâniens qui vont vraiment, comme des plaques tectoniques, hein, se fermer les uns sur les autres pour pouvoir ensuite se déployer. Mais n'empêche qu'il va y avoir quand même des subluxations et des zones de tension qui sont très intéressantes à libérer. D'autant plus qu'il faut savoir qu'ici, au niveau de la base du crâne, il y a plein de petits orifices qui font passer des paires de nerfs crâniennes, en plus de la moelle épinière. Ces nerfs crâniens, dont le nerf vague, ont une action très importante au niveau du système digestif et au niveau de la gestion du stress du bébé. Donc on va vraiment avoir un impact très intéressant à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment ce que je dis. Et ensuite, en postpartum, on prend des visites tandem maman, bébé et papa, souvent au moins dans les 3 semaines qui suivent, sur quelques visites déjà pour enlever, déblayer le terrain, si on peut dire ça comme ça, pour partir sur une base solide. Ouais. Donc voilà, c'est le conseil. Parfait, merci beaucoup pour tous ces petits conseils. Moi, si je peux parler un peu de mon expérience avec toi, mine de rien, quand tu parlais de prévention, de venir pas forcément quand on a mal, c'est que moi, la première fois où je venais, c'est que vraiment j'avais mal, je faisais des lumbagos, je faisais des sciatiques, c'était une catastrophe et j'avais peur pour ma grossesse, j'avais peur d'en faire, que ça soit accentué. Et je venais voir souvent, et j'ai rien eu de toute ma grossesse. C'est l'accouchement, 0 douleur, et j'ai jamais eu mal au dos après. Enfin, j'aurais jamais pensé ça il y a quelques années. Donc c'est vraiment... Ah ouais, c'est un bon témoignage. Moi, je peux en parler aussi. Hein. Je l'ai vécu aussi en tant que femme enceinte et ensuite postpartum. J'en suis persuadée que ça a été un soutien clé dans la manière dont ça s'est passé. Dans l'accompagnement de l'accouchement à domicile, tout ça, ça a été une évidence pour moi d'être accompagnée en chiropratique. Il y a tellement de femmes qui le disent. Et puis bon, là, hier j'ai consulté, on m'a consulté pour des bébés en siège. Là, c'est pareil, c'est du bon sens. Si le bassin est stable et équilibré, si ton utérus il est relâché, ton bébé il va avoir la place de se retourner s'il peut. Après, il y a d'autres conditions qui font que ton bébé ne va pas se retourner, mais au moins tu auras mis tous les chances de ton côté. Donc il y a aussi toute cette vision-là où on est là pour prévenir aussi dans ces situations. Et parfois, je vois des femmes qui viennent 2-3 semaines avant terme. Alors, on a vraiment de merveilleux résultats quand même, mais c'est un peu plus court, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à venir, dès les premiers trimestres, ça ne peut faire que du bien pour vous et bébé, c'est une évidence. Ouais. Merci beaucoup, Maric. Et alors, justement, on m'a souvent demandé, c'est quoi la différence avec un ostéopathe? Je ne sais pas qui aller voir, ce dont j'ai besoin, est-ce que je vais voir une seule, les deux, voilà. Qu'est-ce que c'est un peu la différence avec tes mots à toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que comme je disais, il y a beaucoup de thérapies manuelles et notamment l'ostéopathie et la chiropratique, ce sont des thérapies manuelles qui sont quand même assez voisines, mais qui sont quand même totalement différentes l'une de l'autre. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau historique, parce que j'aime bien quand même partir du passé, elles sont nées à peu près dans la même période, vers la fin des années 1800.
Alors, il faut savoir que l'inventeur Andrew Taylor Still de l'ostéopathie travaillait plutôt sur les fluides, le système lymphatique, vasculaire, etc. Alors que Daniel David Palmer, lui, l'inventeur de la chiropratique, est plutôt parti sur l'hypothèse que le système nerveux aurait vraiment un réel impact sur la santé. Et donc ces deux thérapies ont grandi finalement l'une à côté de l'autre. Et aujourd'hui, donc cette grosse différence, je pense que je l'ai bien exprimée sur la première question, vraiment le cheval de bataille d'un chiropracteur, c'est le système nerveux, c'est d'optimiser le système nerveux en ajustant les subluxations qui peuvent y avoir sur le corps, qu'il a lieu au niveau de la colonne vertébrale, du crâne ou ailleurs. Et en fait, la différence aujourd'hui, c'est au niveau légal. Aujourd'hui, un chiropracteur, déjà, il fait un bac+5, comme j'ai pu le dire. Et nous sommes tous référencés, accrédités sur une même formation, même au niveau international. Tandis qu'en ostéopathie, c'est même eux-mêmes qui le disent, c'est très dommage, mais il y a beaucoup trop d'écoles avec des niveaux beaucoup trop différents. Donc il peut y avoir des bons ostéopathes sans problème, mais il faut savoir chez qui on va. Tandis qu'un chiropracteur, vous savez qu'au moins vous allez chez quelqu'un qui a fait la même base d'études. Et voilà, ça c'est surtout la différence aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, ici, on connaît beaucoup l'ostéopathie parce qu'on est en nombre, ils sont aussi beaucoup plus importants. Nous sommes en France 1500 chiropracteurs à peu près, donc c'est pas énorme, on commence à se faire connaître, mais c'est vrai que voilà. Donc la différence, elle est vraiment là-dedans, quoi. Dans l'histoire, dans la pratique et dans aussi le fait légal, quoi. Donc, voilà. Donc ça veut dire que si par exemple je pars quelques années à Paris et que je cherche un chiro, je sais que le fonctionnement sera identique, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Marseille. Le but ultime, c'est d'optimiser le corps via le système nerveux, exactement. Après, il faut savoir que dans tout chiropracteur a des affinités avec certaines techniques. On en a de nombreuses. Le principal, c'est que vous soyez chez un thérapeute qui aime ce qu'il fait et qui est passionné par son métier et surtout qu'il ait trouvé sa technique à lui, quoi. Mais vraiment, oui, on a de très bons contacts et très souvent, on a des patients qui viennent ici, qui déménagent et qui nous demandent, alors, vous avez un collègue, il suffit de regarder sur Internet, il y a l'Association française de chiropratique qui réfère tout ça, il y a l'Association française de chiropratique pédiatrique qui va aussi référencer tous les thérapeutes qui sont quand même plus axés sur la pédiatrie, donc ça, c'est aussi très intéressant à savoir, la FCP. Et oui, il y a un tronc commun qui est quand même très solide et qui, dans certains pays, il y a des chiropracteurs qui pratiquent la radiographie. Certains, oui, donc il y a vraiment un niveau d'étude qui est très haut. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Voilà. Ok. Alors, pour terminer un peu sur ta partie professionnelle, est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu comment ça se passe une première séance? Parce qu'une première séance, c'est un peu particulier. Bien sûr. Elle dure plus longtemps que les autres, etc. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Alors, tout à fait. Alors déjà, premier abord, c'est avoir un contact humain, on fait connaissance, on va beaucoup parler. Je suis quand même dans un domaine où il y a quand même pas mal encore d'émotions vives. Elles viennent de vivre un accouchement plus ou moins beau ou très difficile, voire traumatisant. Il y a des familles qui se rendent compte de choix qui ont été faits qui n'étaient pas vraiment le leur. Il y a quand même pas, voilà, il y a certaines situations très délicates où finalement le fait de raconter leur parcours et la naissance permet déjà de poser les choses. Moi, je prends des informations qui sont évidentes et très intéressantes du point de vue chiropratique. Il faut savoir qu'on va poser toute une tas de questions pour faire une anamnèse complète. Qui sont d'ordre médical, comme je vous ai dit, nous sommes thérapeutes de première intention, donc on est à même de devoir poser des questions. Par exemple, ça me vient maintenant que j'ai ajusté une patiente qui avait accouché de son 4e par césarienne et elle avait des problèmes de bas du dos. Et suite à la césarienne, en fait, elle était en train de créer une pyélonéphrite. Donc ça, c'est des choses qu'un chiropracteur est habilité à reconnaître. Et c'est la première chose, c'est d'écouter son patient, de l'observer et de voir humainement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une grosse charge émotionnelle? Est-ce qu'il y a des éléments clés au niveau médical, au niveau du bébé, comment a été le passage, etc. Et en fait, cette anamnèse, elle est très importante. Ensuite, le patient, bien sûr, il va poser ses questions, va expliquer ce qu'est la chiropratique.
pour qu'on soit dans un lieu clos, un cocon, qui ait une confiance quand même. Et puis par la suite, on va faire plein de tests. En général, donc pour les femmes enceintes, on va commencer par regarder la posture. On va toucher les points de tension au niveau des chaînes musculaires. On va regarder les longueurs de jambes, on va regarder les amplitudes de mouvement, on va regarder les tensions au niveau des ligaments de l'utérus, notamment le ligament rond. Et bien sûr, on va commencer par regarder le bassin, etc., etc. Et puis petit à petit, on va détendre certaines zones du corps, on va ajuster, et puis ça va se faire vraiment très fluidement. Voilà, dans la confiance, on explique toujours aux patients de nous dire si c'est trop difficile, qu'il y a des zones qui ne veulent pas qu'on touche. Voilà, c'est vraiment dans le respect mutuel, dans la communication. Et pour les nouveau-nés, en général, pour les tout premiers ajustements, il faut savoir qu'ils n'ont que quelques heures, quelques jours. Ils sont ajustés sur maman ou papa. On explique bien les choses. Il faut savoir que lorsqu'on ajuste un nouveau-né, ce sont vraiment des contacts qui sont très doux. Ce sont des pressions qui sont de l'ordre, pour vous donner une idée, pour savoir si un avocat est mûr. J'aime bien donner cette description, c'est vraiment le maximum. Et on explique aussi aux parents que finalement, un bébé, il a déjà vécu, il a déjà son passé. Et parfois, juste le fait de mettre la main sur le crâne où il y a eu un forceps, ou sur la nuque qui a malheureusement eu une traction trop forte, que ce soit par césarienne ou par voie naturelle, hein. Il y a vraiment de réels traumatismes parfois. Le bébé peut se mettre à pleurer. Même s'il n'y a pas forcément de douleur ou quoi, mais c'est une reviviscence du moment. Donc en fait, on explique vraiment ça, et ce sont des ajustements qui sont assez rapides, assez spécifiques pour le nouveau-né, puisque ce sont quand même des êtres assez purs, qui n'ont pas besoin de beaucoup pour solliciter leur corps et aider leur corps à mieux fonctionner. On peut avoir de réels changements assez flagrants. Donc on voit beaucoup de bébés qui ont des tensions générales, hein, les bébés qui sont très souvent en extension dans le bras de maman ou papa, mais qui restent droits comme un bâton, ça vous connaissez très bien. Après, il y a des bébés qui vont avoir des pleurs incessants. On parle des fameuses coliques qui veulent tout et rien dire. C'est juste un bébé qui pleure beaucoup. Je ne vais pas donner les heures et le nombre d'heures par semaine, etc. Mais c'est juste un bébé qui pleure beaucoup. On voit des parents qui sont désemparés. Donc on est là aussi pour un soutien humain et moral. Et j'aime être ça aussi dans ma pratique. On peut avoir des bébés qui ont des plagiocéphalies. Donc forcément, hein, on peut avoir différentes plagiocéphalies qui viennent ou d'une posture vraiment répétée et qui a été intégrée dans l'utérus de la maman, puisque les utérus sont tous asymétriques. Ensuite, il peut y avoir des plagiocéphalies qui sont impactées par le passage, par naissance césarienne ou voie naturelle. Et donc, il y a comme une mémoire osseuse dans le crâne. Et puis aussi avoir, et ce qu'on voit très souvent, des nouveau-nés qui ont des difficultés à tourner la tête et qui vont commencer à poser leur tête toujours du même côté. Et là, on parle de plagiocéphalie positionnelle. C'est pour ça que je sollicite beaucoup les parents pour qu'ils viennent assez vite, pas après 3 semaines, parce qu'on peut déjà avoir des déformations du crâne assez importantes. C'est de la pâte à modeler, hein. Donc tout ça, c'est important. Voilà, on va avoir des nouveau-nés qui viennent juste pour vérifier si tout va bien. Et il y a souvent, très souvent quelque chose. C'est vrai que nous, nos enfants, on les ajuste très régulièrement. On s'entrajuste aussi au cabinet. Pour nous, c'est une valeur de vie, hein. C'est une manière de vivre de manière plus équilibrée. Donc aussi, là, je parle beaucoup des problèmes, mais j'ai beaucoup de femmes qui viennent juste pour un suivi régulier et bien vivre sa grossesse. Et donc les nouveau-nés aussi. Il y a aussi des nouveau-nés qui viennent pour des soucis d'allaitement, que la consultante en lactation nous envoie. Parce qu'un problème de mâchoire, on peut avoir une langue qui est un peu hypotonique ou un frein de langue restrictif, qui peut amener vraiment des soucis au niveau de la succion et de l'églutition. Et donc là, on va aussi avoir un rôle clé quand on comprend bien que les paires crâniennes, les nerfs crâniens que je disais vont vers la bouche, vers la langue, vers tout le système de déglutition, de digestion. On comprend à quel point c'est important de vérifier, pas juste de savoir si la bouche s'ouvre bien, mais de voir si la langue est bien libre, si elle est bien souple, si au niveau des tensions c'est bien libéré, si l'influx nerveux qui doit arriver à cette langue, à la mâchoire ou à la déglutition a un réel impact positif. Il y a plein de choses à voir. Pour moi, c'est une évidence de consulter à ces moments-là, vraiment une évidence. Il suffit d'imaginer une naissance et on comprend bien pourquoi, c'est logique. Donc oui, il y a plein de raisons. Il y a des patients qui viennent parce qu'il y a des dysplasies de hanches, opératoires ou pas, avec des hospitalisations. Il peut y avoir plein de cas différents.
Mais en fait, finalement, il n'y a pas forcément de raison pour venir, il faut juste venir, quoi. C'est ça. C'est vraiment évident. Et puis on n'est pas obligé d'attendre justement qu'il y ait une grosse douleur, qu'il y ait voilà, un bébé qui hurle, mais déjà faire un petit bilan. Et... Tout à fait. Au pire, ça fait rien de mal. Exactement. Ça peut faire que du bien. Ouais. Et puis il faut savoir autre chose, c'est vrai que ça je ne l'ai pas expliqué, c'est qu'en fait un nouveau-né, il est en plein développement exponentiel de son système nerveux. Raison de plus de consulter un chiropracteur. Un système nerveux, le volume du cerveau devient le volume du cerveau adulte en 2 ans, je crois. Oui, c'est ça, en 2 ans. Et puis, il y a 90% des connexions neurologiques qui se font la première année de vie. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ce processus est vraiment hyper, intense. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 90% de ces connexions neurologiques se font par le mouvement. Donc, on comprend bien qu'un nouveau-né qui est légèrement, qui a une préférence à droite, il va plutôt découvrir sa main droite, il va plutôt venir chercher son environnement à droite, et puis il va avoir tendance à oublier son environnement à gauche. Et tout ça, en fait, ça peut continuer à se développer dans son processus d'apprentissage du 4 pattes, etc. Et on comprend bien à quel point dans la psychomotricité d'un enfant et dans ce développement du cerveau, il faut savoir que 90% des connexions neurologiques se font par le mouvement. Il faut savoir du coup que l'ajustement chiropratique a un réel rôle à jouer là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de venir la première année de vie, les 2 premières années de vie, parce qu'il y a un énorme impact et un enjeu au niveau de leur corps et du fonctionnement de leur système nerveux, quoi. Sans parler de ce système nerveux parasympathique et sympathique pour gérer les émotions, le fameux terrible tout et tout. Je ne veux pas dire que c'est magique, mais c'est un soutien pour les parents, c'est un soutien pour ce moment-là qui est non négligeable et qui aide à ce que les choses soient plus fluides. Et c'est vraiment intéressant de l'intégrer. Ouais. Dans certains pays, c'est une évidence. Dans d'autres pays, en Amérique, où les personnes consultent beaucoup plus souvent. Ouais. Ça fait partie de l'hygiène presque. Exactement. Du quotidien. Tout à fait. C'est le cas ici, mais c'est ceux qui connaissent le cabinet. Donc voilà, ça se passe comme ça. J'ai une petite question qui m'est venue en t'écoutant du coup, parce que du coup moi en tant qu'éducatrice jeunes enfants, donc j'ai été amenée à travailler dans différentes structures d'accueil de jeunes enfants, et j'ai souvent entendu des parents ou aussi de la part des professionnels où ils ont facilement tendance à vouloir asseoir les enfants plus vite que prévu, à ne pas les laisser dans cette motricité libre, et c'est très difficile de leur faire comprendre en quoi c'est pas bénéfique pour l'enfant. Est-ce que toi, de ton point de vue de chiro, tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est pas adapté d'asseoir un enfant, de le mettre dans une position dans laquelle il ne sait pas le faire lui-même? C'est ça. Alors déjà, c'est pas adapté dans le sens d'asseoir, par exemple, je prends cet exemple, d'asseoir un enfant de lui-même, parce que s'il le fait pas de lui-même, c'est que si toutes les choses se font de manière assez harmonieuse, c'est que sa capacité, sa colonne vertébrale n'est pas prête. Ce qui se passe en fait, c'est que si on respecte pas ce cheminement au niveau de la psychomotricité, finalement, le système nerveux, il va créer des connexions qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en fait que le fait de laisser un enfant dans la psychomotricité libre sur le ventre ou sur le dos, il va de lui-même vouloir chercher à se retourner, etc. Si on l'assoit de suite, en fait, son cerveau n'a pas fait le lien au niveau du cheminement avec ses neurones, il n'a pas réussi à créer ce fameux cheminement neuronal qui lui permet d'accéder jusqu'à l'assise. Et tout ça, ça va avoir un impact aussi sur l'apprentissage du 4 pattes, sur l'apprentissage de la marche, sur l'apprentissage de la confiance en soi, etc. Donc il faut comprendre en fait que ça a c'est vraiment important de laisser un enfant se développer de lui-même pour qu'il puisse en fait le découvrir de lui-même aussi dans son système émotionnel. D'accord ? Et donc, et encore une fois, il faut comprendre que le mouvement permet à l'enfant de développer ses connexions neurologiques. 90% des connexions neurologiques se font par le mouvement. Donc on comprend bien que si ces connexions sont disconnectées, si on peut dire ça comme ça, le reste ne va pas suivre de manière logique. Donc vraiment, laissez-les évoluer. Aussi pour leur colonne vertébrale, au départ un enfant il est dans le ventre, il est en position en C, et donc la colonne c'est vraiment un C, et petit à petit en fait le fait de se mettre sur le ventre, qui est une position très intéressante et importante, le fameux tummy time, la colonne va commencer à se développer et à créer ces fameuses courbures et ces fameuses lordoses cervicales, et ça va permettre à l'enfant ensuite de développer ces fameuses courbures de la colonne qui l'aident en fait à avoir une colonne solide et souple pour l'avenir de sa posture et de ses problèmes de dos en fait.
Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on a soit un enfant trop tôt, toutes ces courbures ne vont pas pouvoir se mettre en place de manière naturelle et c'est quand même très dommage. En plus de la connexion, des connexions neurologiques qui ne sont pas de manière optimale, il y a vraiment cet impact sur la colonne qui est pas idéal, quoi. Donc voilà. Merci. C'est ma réponse. Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est ce petit côté-là, justement, que moi, je ne pouvais pas expliquer. Moi, je pouvais expliquer le côté où, derrière, ce sont des enfants qui, du coup, sont frustrés quand ils n'ont plus cette vision-là du monde, parce qu'ils n'arrivent plus à le faire eux-mêmes, mais ils la veulent vite. Et c'est bon, il y avait des bébés comme ça qui râlaient et pleuraient beaucoup parce qu'ils voulaient qu'on les remette assis, mais ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. C'était frustrant. C'était un cercle vicieux. C'est là où je parle, en fait, cette confiance en soi, de réussir d'y arriver tout seul. C'est très important, l'expérimentation à cet âge-là, très très important, à tout niveau, on peut parler de la DME aussi. Si je suis assis et que j'ouvre la bouche et qu'on me donne une cuillère en plastique avec une purée, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, alors c'est une découverte, c'est sûr, mais ce n'est pas la découverte idéale pour le faire de moi-même avec mes mains, de découvrir la texture, de savoir ce que c'est, de regarder avant de mettre dans la bouche. Et ça c'est pareil, c'est tout ça, c'est du développement neurologique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, l'expérimentation, et pour ça, il faut être des parents courageux et habilités à se dire ça va prendre plus de temps, j'aurai plus de choses à nettoyer, ça va coûter plus d'énergie. Mais c'est une période de vie qui est si temporaire et qui finalement amène beaucoup d'amélioration et d'indépendance de l'enfant plus rapide après à moyen et long terme. À court terme, c'est plus fastidieux, mais à moyen et long terme, ce sont des enfants qui évoluent de manière plus harmonieuse, si on peut dire ça comme ça, dans leur confiance et dans la gestion même motrice en fait. C'est comme les fameux trotteurs, les yuklala, c'est pareil. C'est à l'inverse de ce qu'on veut, c'est les laisser découvrir d'eux-mêmes la marche. Ils courent déjà presque alors qu'ils ne savent même pas marcher. C'est du non-sens. Revenons dans du bon sens, revenons dans le temps qui nous est donné. Soyons présents avec nos enfants. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète et répète à beaucoup de familles, la présence. Alors, bien sûr, on ne peut pas toujours être présent. Moi, c'est le cas. Avec 4 enfants, je travaille, j'ai un mari, on a une vie, voilà, c'est normal. Mais parfois, vraiment, se rendre compte au quotidien de se dire, ok, est-ce que là, vraiment, je suis présent? Est-ce que je joue vraiment avec mon enfant ou juste je l'occupe et puis je fais à manger en même temps? Et ça, les enfants, ils le ressentent. Et ils ont besoin aujourd'hui d'une présence réelle qui les aide à se construire. Sinon, c'est tout dans le vite-vite, avale, marche. Non, prends le temps de grandir. C'est maintenant que je suis avec toi. Je dis souvent, finalement, on va passer que 18 étés avec nos enfants, 18 vacances d'été, s'il faut dire ça comme ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que des fois, on est dans le jus, on est pris par le temps, par le stress, et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des enfants et de pouvoir les élever, quoi. Donc, ça aussi, la présence, très important. Merci beaucoup. J'adore ce mot, la présence, ce fameux instant présent que les enfants nous réapprennent à faire ça. Exactement. À être dans l'instant présent, et ça fait beaucoup de bien aussi pour nous. Parfois, ça nous frustre. Et parfois, le quotidien nous rattrape et c'est normal. Mais il y a un équilibre, c'est une harmonie. Tout est, voilà, on est douce. Mais c'est très... Et nous, c'est ce qu'on fait au cabinet, on est présent avec nos patients. On le fait au quotidien avec nos patients. Et c'est comme dans une classe, les instits, les maîtresses, comme les ATSEM, comme tout métier finalement. Les assistantes maternelles, c'est la présence qui aide à être serein ensemble. Et voilà. Ça manque un peu. On est beaucoup sur nos écrans aussi. Combien de fois je dis, voilà, enfin bon, je peux parler des heures, mais c'est ce bon sens qui finalement nous manque un peu, je trouve. Ce contact avec le réel, on en a besoin. Les enfants... Il faudrait presque, c'est ce que j'aime bien dire aussi aux familles, il vaut mieux 5 minutes de vraie qualité, de vraie présence avec son enfant qu'une heure où en fait on est au téléphone, on fait la cuisine, on fait le ménage, mais on n'est pas vraiment... Tout à fait. Il y a aussi, j'ai vu ça, je le faisais de manière naturelle déjà, mais c'est une sage-femme du Québec qui parle de ça sur le sommeil, qui a cette fameuse phase popcorn en fin de journée où vraiment les enfants ils ont besoin de s'exciter, de jouer, d'être présents dans le jeu. Parfois c'est juste avant d'aller au lit, nous c'est le cas, mais ils savent qu'ils ont ce moment-là, ils savent qu'à ce moment-là c'est pour eux, c'est pour nous. Ensuite on dit qu'à un certain moment donné on se calme, on lit l'histoire, etc. Mais c'est vrai que ça permet d'amener cette présence aussi, d'avoir certains moments clés dans la journée où vraiment le reste, c'est pas grave, je m'en moque que là je suis vraiment présent pour toi. Et puis il faut savoir qu'il y a des familles aussi qui ont des rythmes de vie effrénés, qui déposent leurs enfants à la garderie, qui les récupèrent à la garderie, on fait tout ce qu'on peut. Mais vraiment mon message pour ces familles-là, c'est
Prenez conscience que vos enfants, ils sont là que maintenant. Et prenez vraiment le temps le week-end ou quand vous pouvez d'être là pour eux, même si au niveau du rythme de vie, on ne peut pas toujours changer ou évoluer, faire évoluer les choses dans un sens avec plus de temps, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, soyez là pour eux quand vous le pouvez. Vraiment, ils en ont besoin. Ouais. Merci Marie. On va faire un lien du coup avec ta maternité à toi, puisque donc tu nous as dit que tu avais 4 enfants. Oui. Et que tu as accouché chez toi. Exactement. Et ça m'intéresse parce que c'est vrai que, alors en France déjà, il n'y a pas beaucoup. Dans le Lot-et-Garonne, encore moins. Il y avait, mais voilà. Donc du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu. Mais, alors déjà, comment est-ce que tu as vécu ces 4 accouchements à la maison? Alors, aujourd'hui, je le vis avec beaucoup de gratitude et en même temps beaucoup de révolte par rapport à toutes les femmes qui aimeraient accoucher à domicile. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, c'est 0,2% des femmes qui accouchent à domicile et le sondage montre que 35% de femmes aimeraient accoucher à domicile. C'est un droit familial et pour les femmes qui n'est pas respecté en France et c'est vraiment quelque chose qui me mine. Et il y a des choses qui bougent, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent, mais c'est vraiment ça, c'est ce côté, pour moi en tant que famille, d'avoir pu accoucher comme ça dans ce cocon, c'était un droit que j'ai pu avoir, mais que beaucoup de femmes n'ont pas. Donc déjà, c'est cette gratitude par rapport à cette situation-là. Faut savoir que j'ai des origines néerlandaises, j'ai beaucoup de cousins, cousines qui sont nés à la maison. Dans certains pays, c'est totalement accepté. Là, les pourcentages, ils sont à 20-30% dans certains pays. Et ce que je retiendrai, c'est l'intensité et la puissance du moment. Et aussi, ce que je garderai aussi en tête, c'est vraiment ce gain de confiance que j'ai gagné en tant que femme. C'est-à-dire que j'ai tout fait de moi-même, c'était à la maison, entourée par l'homme que j'aime. Donc c'était un cocon, c'était un bain d'amour. Je crois qu'on pouvait respirer l'amour chez nous dans l'air. C'est ce que les sages-femmes disent aussi. Hein. C'est un taux d'ocytocine qui est énorme. On sait que quand on accouche de manière totalement physiologique et naturelle, après la naissance, il y a un pic d'ocytocine qu'on appelle l'hormone de l'amour qui est énorme, qui permet justement ce lien d'amour entre papa, maman, bébé, frère, sœur et même les grands-parents, etc. Qui permet aussi l'expulsion du bébé. Tout cette ocytocine permet aussi l'expulsion du lait, tout ça. Donc la nature est bien faite. Et en fait, j'ai pu le vivre 4 fois et de me rendre compte qu'en fait, on peut avoir confiance en notre corps de femme qui sait faire les choses. Et vraiment, ça a été pour moi une confirmation qui déjà dans mon métier là au quotidien, quand on voit le résultat qu'on a en chiropratique, on se rend bien compte que le corps il a quand même des facultés d'adaptation et de guérison assez impressionnantes. Mais quand on accouche de soi-même dans une maison, dans sa maison, c'est quand même une expérience qui est pour moi presque, qui devrait être normale en fait. Parce qu'on me pose la question, alors c'était comment ? Et en fait j'ai presque envie de leur dire, mais en fait c'est normal, avant on faisait ça tout le temps et aujourd'hui, waouh, elle fait partie des 0,2% de femmes qui accouchent à la maison. Et c'est vrai que non, c'est le mot amour intense, gratitude, partage. Il faut savoir que pour la dernière naissance de Éline, donc notre fille, notre 4e, on a fait en sorte que nos enfants soient présents. Alors, j'aurais jamais cru vouloir ça pour les premiers, même pour moi c'était rédhibitoire, les enfants n'ont rien à voir à l'accouchement, etc. Ce que je peux comprendre, ça peut choquer plus d'un, et c'est normal, je vous comprends. Je faisais partie de ces personnes-là avant. Mais finalement, on se rend compte que c'est un moment tellement naturel et inné que tout le monde est passé par là finalement. Inconsciemment, on l'a tous vécu. Et si on montre à nos enfants comment ça se passe de manière humaine, dans l'amour et la chaleur d'un nid douillet, aujourd'hui, moi, je peux dire qu'on est au moins 3 garçons et une fille qui ont des bonnes bases à ce niveau-là. Et ça va forcément influencer les générations futures. Et c'est vrai que c'est ce que Michel Audin dit aussi, hein, c'est un obstétricien renommé quand on est un peu dans ce monde-là, qui a aidé à accoucher de nombreuses femmes à Paris et qui s'est vite rendu compte que le taux de césarienne augmentait. Il s'est posé beaucoup de questions. Il a beaucoup fait avancer dans le domaine de l'accouchement physiologique. Il a fait avancer beaucoup de choses. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce qu'il dit aussi, c'est... finalement, est-ce que c'est pas important de considérer que ce pic d'ocytocine est finalement quelque chose de majeur et de primordial pour naître dans ce monde? Est-ce que c'est pas important d'avoir une bombe d'amour dans le sang et dans notre environnement pour pouvoir ensuite évoluer en
tant qu'être humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre façon d'aborder la maternité et l'accouchement, dans certains milieux, dans certains hôpitaux, c'est magnifique, mais ça reste quand même un lieu très hospitalier. Si en plus on a la péridurale, tout ça, tout ce système hormonal chute, ce pic d'ocytocine, on l'a beaucoup moins. Et c'est vrai que si on prend en considération tout ce système neuro-hormonal, encore une fois on revient au système neurologique et hormonal, c'est pas juste maman et bébé vont bien, il prend le bibi, il mange et il prend du poids. Non. En fait, il y a tout un impact psychologique derrière qu'il ne faut pas nier. Je me souviens aussi, il y a des études qui montrent, je crois que c'est les brebis, lorsqu'elles ont une péridurale, elles abandonnent leur nouveau-né. Alors nous, on est, voilà, je sais plus c'est exactement ces animaux-là, mais quand on entend ce genre de termes, on comprend bien que l'accouchement à domicile, il a une raison d'être. Et il faut savoir qu'au niveau des études, aujourd'hui, l'accouchement à domicile montre un taux de morbidité beaucoup moins fort. Il y a énormément de bons chiffres qui montrent que c'est sécure. Vraiment, vraiment sécure. C'est même conseillé quand la femme et le bébé vont bien. C'est ça qu'il faut ne pas mélanger. On a tendance à mélanger tout. On a le droit d'accoucher à domicile si on est suivi par une sage-femme. C'est un accouchement accompagné, pas seul, c'est très important. Et chez une grossesse qui se passe de manière naturelle, physiologique, où tout est normal, quoi. Donc ça, c'est important. Faut savoir que l'accouchement à domicile permet d'avoir un taux d'épisiotomie moins de 1%. Et chez les primipares, c'est 35%. Il y a des chiffres comme ça qui sont quand même assez ahurissants. Il y a 3 fois moins d'hémorragie sévère, 4 fois moins d'hémorragie sévère. Donc les chiffres sont là. Donc aujourd'hui, il faut juste réagir en tant que femme, en tant qu'équipe, en tant que thérapeute. Il y a des choses à faire bouger parce que c'est sécure. On peut accoucher à domicile dans de bonnes conditions. De mon côté, j'ai fait les dossiers à l'hôpital, j'ai rencontré l'anesthésiste, il me connaissait, j'avais fait toutes les analyses qu'il fallait et je pouvais être transférée s'il y avait besoin. Il faut savoir que dans les 1000 femmes qui accouchent à domicile, en France, il y a 10% de transferts, sur 90% qui restent à la maison. Des transferts avant, pendant ou après. D'accord, parce qu'il peut y avoir un accouchement à domicile, mais après on transfère parce que le placenta a du mal à sortir, il y a une hémorragie, ou avant parce que le travail n'avance pas, ou après parce que le nouveau-né a besoin d'assistance, etc. Donc voilà, les études montrent ce que ça montre. Donc maintenant, il faut agir et faire avancer les choses. Alors justement, tu as en face de toi une maman, un projet bébé avec son mari. Ils aimeraient bien à domicile, avec les craintes qu'il peut y avoir avec, etc. Par quelles étapes ils doivent passer, comment ils font concrètement pour se dire « Ok, je vais accoucher à la maison, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a une association, c'est l'APAD, qui permet en fait d'avoir, je vais te dire juste le site internet. APAD, c'est apaad.fr, c'est Association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. Donc de l'accouchement accompagné à domicile, c'est bien ça. Parce que ça aussi, pardon, je te réponds après, c'est un détail non négligeable. C'est-à-dire que quand on accouche à domicile, on a un accompagnement global. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sage-femme qui nous suit du début jusqu'après la naissance, pré, pendant et postpartum. Et en fait, cet accompagnement global, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée un lien de confiance qui permet aussi à la femme de s'ouvrir pour pouvoir ouvrir son bassin. Et c'est quand même un moment très intime. Il y a certaines autrices qui parlent aussi on peut comparer l'accouchement au fait de faire l'amour. Moi, quand on fait l'amour, je ne le fais pas sur la place publique, personnellement. J'ai besoin d'un endroit intime, avec une lumière tamisée, de chaleur. J'ai besoin d'être bien dans mon corps, voilà, parce que c'est comme ça que tout ce système neuro-hormonal, le système ocytocine, endorphine, etc., va se mettre en place. Mon corps va s'ouvrir de manière harmonieuse, je vais avoir des contractions efficaces. Et quand ça commence comme ça, après, en général, voilà, le taux de transfert est vraiment minime par rapport à tous les bénéfices qu'on peut en avoir. Il suffit de regarder, il y a toutes les recherches et les pourcentages sur cette fameuse association qui référence toutes les sages-femmes qui accouchent à domicile avec les cabinets, etc. Malheureusement, aujourd'hui, ce droit n'est pas respecté puisqu'il y a des sages-femmes qui sont radiées en France et il y a des zones désertiques où on ne peut plus accoucher à domicile, sauf si on prend un logement temporaire, un gîte, etc. Et il y a des parents qui font ça, qui accouchent à domicile, et pas à leur domicile même, mais dans un endroit à côté.
côté de la sage-femme, ça peut se faire. Mais bon, ça c'est quand même assez délicat quand même. Ensuite, il y a les plateaux techniques et puis il y a les maisons de naissance. Mais voilà, il y a une mainmise du monde médical. Encore une fois, heureusement que la péridurale existe, heureusement que la césarienne existe, ça sauve des vies, mais on mixe trop les choses. L'accouchement, à la base, c'est naturel, c'est totalement physiologique. C'est en effet un moment très intense, mais le corps sait faire les choses, ça fait depuis des millénaires. Donc, ce qui est chouette maintenant, c'est que du coup, en plus d'accoucher à domicile, s'il y a des risques, on est accompagné de professionnels qui savent référer quand il faut. Et quand on a cette confiance-là, quand on se renseigne, quand on a un accompagnement avec une sage-femme et d'autres thérapeutes, que ce soit un chiropracteur, parce que j'aborde forcément la naissance, je parle de mon expérience, toute la confiance de la famille et de la femme, parce que se consolide, et du coup elle est prête à vivre ce moment de manière sereine et pleine d'amour. Et en même temps, quand on accouche à domicile, c'est vraiment un lien très fort aussi avec son conjoint. C'est-à-dire que j'aurais jamais pu faire tout ça sans l'aide de Yo, qui a été aussi exceptionnel. C'est lui qui m'a aidé à mettre au monde les enfants, c'est lui qui les a touchés en premier. C'est quand même des moments qui sont gravés à vie et qui soudent une famille. Et c'est vrai qu'il faut savoir que l'homme aussi a un rôle clé là-dedans, de garder cette grotte dans laquelle la maman est bien, est paisible et sereine. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer leur rôle là, de pouvoir préserver la maman dans ces moments-là. Donc il y a plein d'ouvrages, il y a plein de choses pour pouvoir commencer à s'intéresser à tout ce domaine-là. Mais ouais, voilà. Je n'ai plus ta question. Mais... Oui, c'est parfait. Moi, j'ai envie de rester sur ça parce que voilà, cette notion de grotte, voilà, en fait, il y a le papa, il est pleinement acteur. Alors, c'est pas forcément donné à tous les papas non plus. Non. Tout le monde n'a pas envie de récupérer son enfant, etc. Mais c'est pour ça que c'est bien, je te coupe, c'est pour ça en fait que c'est bien que l'hôpital existe. C'est bien qu'on puisse accoucher aussi en milieu médical pour ce genre de famille-là où le papa il est moins là-dedans. Et c'est pas grave, c'est très bien, ça peut très bien se passer aussi. Mais par contre, n'enlevons pas le droit des familles qui ont envie de vivre autrement. C'est ça. Sachant que vraiment, au niveau des études, tout est OK. Donc c'est ça en fait qui est ambivalent. C'est ça qu'on entend le plus. Ouais. Mais les risques, mais vous vous rendez pas compte. Non, maintenant il faut regarder les chiffres, il faut arrêter. Il y a beaucoup de croyances, il y a énormément de croyances. Et encore une fois, tant que maman et bébé sont en vie, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Le taux de dépression postpartum, il est là pour une raison. Pareil, en chiropratique, il faut savoir qu'il y a un taux de dépression postpartum qui est diminué aussi, en revenant sur la chiropratique. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'être bien accompagné, d'avoir des thérapeutes bienveillants qui sont dans ce domaine-là et avoir confiance. Parfois, on n'a pas le choix, il faut trouver un entre-deux, il faut en parler à l'hôpital, on peut monter des projets de naissance. Ça peut perturber, c'est pas grave. C'est un moment clé dans votre vie et on a le droit d'affirmer des choses pour ne plus pas avoir de regrets derrière. Et éviter les violences obstétricales, il faut être au courant aujourd'hui de plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a des hôpitaux chez qui il faut tomber sur la bonne sage-femme, qui va bien ce jour-là, etc. C'est normal, c'est leur métier. Et puis ils sont en sous-effectif souvent, il y a un stress dans ces milieux-là. Donc je blâme pas, mais c'est vrai qu'il y a, en tant que parents, on a une responsabilité pour nos enfants et pour nous-mêmes, pour notre bien-être, de bien se renseigner. Voilà, c'est mon avis. Merci pour ton avis, merci pour ton partage. Ouais. Du coup, on va conclure. Et j'aimerais bien que tu nous dises une phrase ou des mots que tu aimerais pouvoir dire aux futures mamans, aux mamans qui nous écoutent, aux papas qui nous écoutent. Quelque chose qui est important pour toi, que tu as envie de véhiculer aujourd'hui pour les futurs parents et les parents. Alors, ça c'est une phrase de Michel Audin. On changera le monde si on change la manière d'accoucher. Ça déjà, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, que j'ai mis sur mes flyers d'ailleurs. Et autre chose, ayez confiance, reprenez conscience de votre intuition. Vous avez un bon sens, vous avez porté votre enfant, c'est vous qui le connaissez le mieux. Et c'est vraiment à vous de prendre pied sur certaines choses qu'on peut vous dire, que ce soit dans le domaine, même moi, un chiropracteur, parfois je peux dire des choses qui peuvent vous perturber ou vous impacter. Et là, c'est bien de réagir, de dire ok, de se poser des questions.
on a le droit, on a confiance en ce système médical parce que heureusement encore une fois qu'il existe, mais dans le domaine de la périnatalité, il y a beaucoup de croyances et de on-dit, et ce que je veux dire c'est ayez confiance en vous, en votre instinct, renseignez-vous, documentez-vous, partagez ensemble, allez boire un café avec des copains, des copines, parlez et prenez conscience que vous avez énormément de ressources pour être des bons parents, et c'est vraiment quelque chose dont la société a besoin, c'est des parents qui ont confiance et qui sont présents, encore une fois, cette présence avec vous-même déjà, première chose, présence avec vous-même, avec votre couple, si vous êtes encore en couple, déjà avec vous-même c'est énorme, et ensuite pouvoir donner cette présence et ce bon sens à nos enfants, dans ce monde qui nous entoure. Et c'est vrai que voilà, je suis aussi très attachée à l'écologie, hein, tu sais, le cabinet il est en éco-habitat, on récupère les eaux de pluie, il y a des panneaux photovoltaïques, c'est tout des peintures naturelles, etc. Il y a ce côté-là aussi que je veux partager aujourd'hui. Le monde il a besoin de bon sens écologique, et notre manière d'élever nos enfants, dans nos achats, en puériculture, il y a beaucoup de choses à acheter, on peut faire avec très peu. Mais ce dont ils ont besoin, c'est pas une maman qui cherche sur internet à trouver le meilleur couffin et le meilleur porte-bébé. Voilà, il y a un temps pour tout, et n'oubliez pas ces temps précieux qui sont primordiaux pour votre bien-être à vous et pour votre famille, quoi. Et sachez qu'il y a des thérapeutes qui sont là pour vous écouter, pour vous aider, dont la chiropratique, qui est un atout majeur pour un bien-être et pour optimiser votre fameux système nerveux. Et il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup pour ce partage, Marie. En tout cas, c'était un super échange. J'ai appris plein de choses parce que avec vous, ça 7 ans que je me suis, il y a des choses que je découvre encore aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je souhaite à ce que tous les parents et les futurs parents qui nous écoutent puissent un jour pousser la porte d'un cabinet pour vacciner. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, merci à toi.